En ce qui concerne, par exemple, le 7 octobre, hein, Oui, on peut revenir là-dessus, dont puisqu'on on est le marque 8 la, octobre aujourd'hui, voilà, et donc c'est en d'une plein année. d'actualité. Euh, Dès le premier jour, les médias mainstream Rebelle. ont Mhm. dit c'est une guerre est engagée entre Israël et le Hamas. Bon, ben, c'était rien que ça. C'était complètement faux. On peut le démonter. Je vais le faire en 3 minutes, en 2 minutes. Mais il n'empêche que ce message martelé, 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 il est toujours dans le journal Le Monde il y a quelques jours. Vous voyez. Ça m'a rappelé, j'ai fait un bouquin sur l'échange de prisonniers entre le soldat Chalit et 1027 prisonniers, qui n'est pas anecdotique parce que ces 1027 prisonniers ont été libérés selon les critères du Hamas pour la moitié, et donc des critères selon les peines. C'est-à-dire, on s'imagine bien que les peines de longue durée, ce sont les têtes, ce sont ceux qui. Effectivement, il y a Yassine Noir, pour ne citer que lui, puis il y en a beaucoup d'autres, ont été libérés à cette occasion. Donc c'est très important de voir ces étapes pardon, historiques dans l'histoire du Hamas qui correspondent à quelque chose 10 ans ou 20 ans après. Et donc ce message qui a été délivré pour Chalit, et il a été délivré par Charles Randerlin, qui est le correspondant inamovible de la France au Proche-Orient, à Jérusalem, puisqu'on le sait, Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël. Voilà. Le message qui a été, et je vous mets au défi de le retrouver, et vous verrez qu'il est exact, c'était un message qui tenait en 3 ou 4 lignes et qui a finalement donné le ton et les messages qui seront utilisés en permanence pendant les 6 années de la détention du soldat Khalid. C'est-à-dire, Khalid était un jeune de 19 ans, un presque enfant. Il a été kidnappé, un enfant, alors qu'il était en Israël, il était chez lui. Voilà. Et il est français. Vous voyez. On avait ainsi 4 éléments qui ont été les éléments clés de la communication occidentale pendant 6 ans, qui a permis aux parents d'aller voir le président de la République, le pape, les représentants de la Chambre des représentants aux États-Unis, que sais-je. Et eh bien, ça m'a rappelé, je me suis dit, ça, on va vous nous répéter jusqu'à, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, comme tu l'as très bien dit, le 7 octobre, c'est la première fois qu'il y a eu une offensive palestinienne dans l'histoire de toutes les offensives qui ont eu lieu depuis 1947. Toutes les autres offensives, sans exception, ont été d'initiative israélienne. Et là, c'est la première fois qu'il y avait une offensive militaire du côté palestinien. C'était une offensive palestinienne, puisque, comme tu l'as dit, il n'y avait pas que le Hamas, il y avait le djihad islamique, il y avait des factions du Fatah, il y avait le FPLP. Le FPLP, ces jours-ci, a payé un très long tribut puisque un certain nombre de ses leaders ont été assassinés avec des bombardements insensés au Liban ces jours-ci. On parle surtout de Hassan Nasrallah, mais il y a aussi eu le lendemain ou le surlendemain un véritable massacre de la direction du FPLP. Donc c'est tous les Palestiniens qui sont partis en guerre, qui ont lancé une offensive avec des objectifs militaires, il y en avait 3 je pense, et ces objectifs n'ont jamais été détaillés avec l'honnêteté qui aurait dû être nécessaire dans la bouche de journalistes. Quand on parle de pogrom, c'est sémantiquement totalement faux, puisqu'un pogrom, c'est tuer des juifs parce qu'ils sont juifs. Voilà. Le but n'était pas de tuer, mais de faire des prisonniers. Et prisonniers, otages, il faut discuter. Là encore, c'est de la sémantique. L'otage, c'est un civil. Un civil en Israël, il n'y en a pas beaucoup, parce que entre ceux qui font leur service militaire, ceux qui sont réservistes, ceux qui sont professionnels, etc., autrement dit, s'il y avait demain devant un tribunal, un vrai, avec des vrais juges, des vrais procureurs, eh bien, chaque mort du 7 octobre devra être discutée. Qui a été tué? Avec quelles armes? Qui a tiré? Et il faut en plus le prouver. Chaque crime doit être prouvé. C'est ce qui se passe dans un tribunal. Donc ça ne se juge pas en bloc. Voilà.
Donc, à partir de là, eh bien, on se reporte sur la scène du crime, déjà. La scène du crime, il y a un crime quelque part, la police arrive, on met des rubans de scotch partout, on bloque toutes les entrées, toutes les sorties, on recueille les preuves, voyez. Ce recueil de preuves, du côté palestinien, ils ont compris depuis longtemps que devant un tribunal, c'était essentiel. Et ce Hamas qu'on qualifie de mouvement terroriste, le mot terroriste n'existe pas dans le droit international, entre parenthèses, eh bien, le Hamas, depuis 2014, a organisé une équipe professionnelle de recueil de preuves. Voyez. Le recueil de preuves, c'est un jeune est à la frontière de Gaza, il manifeste, c'est les marches du retour, il reçoit une balle. Immédiatement, il y a un professionnel qui se précipite, qui prend son nom, qui note l'heure et qui note l'identité de tous les témoins qui sont autour. Et chaque témoin sera convoqué, et une convocation, c'est 30 minutes. Voilà. Tout ça va être colligé. Le blessé est apporté aux urgences de l'hôpital Shifa, par exemple, et là, sur le site, il y a un autre ou une autre professionnelle qui sont là. Comment vous appelez-vous? Qui était autour de vous? Et puis, il va en salle d'opération, et là, il y a le compte-rendu opératoire, que sais-je. Il y a des prélèvements tissulaires, il y a les balles qui sont, ou les fragments d'obus qui sont ressortis, qui sont mis dans des boîtes scellées et étiquetées, etc., les comptes-rendus d'autopsie, que sais-je. Donc, vous voyez que pour un seul blessé, une seule victime, qu'il soit vivant ou mort, pour une seule victime, vous voyez toutes les preuves qui seront nécessaires pour apporter un élément à un tribunal qui pourra en juger. Un tribunal ne juge jamais à la louche. Ce sont de vrais professionnels, vous voyez. Lorsqu'on a parlé de viol le 7 octobre, un viol, c'est au minimum un prélèvement qui permet de prouver le viol, le rapport sexuel, et deuxièmement, qui affirme l'identité génétique du violeur, vous voyez. Concernant les viols, entre guillemets, du 7 octobre, aucun prélèvement n'a été fait. Autrement dit, le 7 octobre, ce n'est pas quelque chose qui doit ouvrir tout de suite le robinet de la compassion et de la condamnation des auteurs. Les auteurs, il faut les trouver, il faut les indiquer. Il faut prouver qu'il y a eu un ordre politique ou militaire de réalisation systématique d'un certain nombre d'actes qui sont des crimes de guerre. Le Hamas ne conteste absolument pas, comme toutes les personnes raisonnables, que le 7 octobre, des crimes de guerre aient pu être commis ou ont été commis. Et il faut savoir par qui, dans quelles circonstances, etc. Donc le 7 octobre ne devrait pas être un jour de condamnation unilatérale de la partie la plus faible de ceux qui se sont confrontés ce jour-là. On en est loin. Je dois dire que là, aujourd'hui, nous sommes en Suisse. J'ai écouté dans le train hier, donc jour de la commémoration, j'ai été effaré par l'unanimisme et l'aveuglement politique et journalistique, quoi. Mmh. C'est pathétique. Clairement. Et donc, ce Hamas, tu as eu l'opportunité de rencontrer certains de ses membres? Alors, le Hamas, je les connais depuis très longtemps parce que le premier chirurgien que j'ai formé à Gaza a cette spécialité, a cette hyperspécialité, hein, c'est pas la totalité de la formation, c'est Mohamed Rantissi, frère d'Abdelaziz Rantissi, fondateur du Hamas, avec 6 autres. Et donc, je suis rentré directement dans les familles et j'ai été surpris au départ de pouvoir discuter, poser des questions, y compris les plus déstabilisatrices aux uns et aux autres. Et puis, j'ai ainsi appris l'histoire de ce mouvement et j'ai écrit, en gros, publié, deux sont des traductions, les autres, c'est des bouquins que j'ai écrits moi-même. J'ai publié une dizaine de bouquins qui se sont attachés à l'histoire notamment à l'histoire de ce mouvement, l'épisode de Mar Jezour, qui est un épisode très important, où en 1992, 400 membres du Hamas et du djihad islamique ont été capturés et déportés au Liban par Yitzhak Rabin. C'est une histoire très très importante parce que ces personnes ont passé un an ensemble et c'est là qu'a été élaborée la politique et notamment la politique étrangère du Hamas. Et donc ce mouvement terroriste, entre guillemets,
a développé dès ces années une politique étrangère et des relations internationales, et notamment des relations internationales, et là aujourd'hui c'est particulièrement frappant, avec la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud. Voilà. Et on se souvient qu'après le 7 octobre, il y a eu au moins une résolution du Conseil de sécurité qui aurait été une catastrophe pour le Hamas, parce qu'il aurait mis le Hamas sur la liste des organisations terroristes des Nations Unies. Et quand on est sur la liste des organisations terroristes pour tel pays, voire les Nations Unies, ça veut dire qu'aucune communication avec ce mouvement n'est possible. Et heureusement, le veto chinois et russe a permis d'éliminer cette proposition. Quant à l'Afrique du Sud, eh bien, c'est elle qui a, devant le génocide, a saisi la Cour internationale de justice. Et donc, on voit que ce mouvement terroriste, entre guillemets, a développé depuis très longtemps toute une série de caractères qui correspondent à un mouvement de libération nationale. Alors, il est tout à fait possible que dans le cadre d'une libération nationale, prenons l'exemple de la France sous la Deuxième Guerre mondiale, que des crimes de guerre soient commis, et quantité ont été commis, que des attentats terroristes aient été commis, mais attentats et terroristes, ce sont des mots qui n'existent pas dans le statut de la Cour pénale internationale. C'est la description d'un moyen. Mais les crimes de guerre, par contre, sont définis par le menu avec le plus élevé, qui est le génocide, qui là encore n'est pas une opinion, mais un mot qui a une signification strictement juridique.